Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je suis toujours moi-même en régime cétogène depuis 2013 de façon ininterrompue. Et aujourd'hui, direction la Guadeloupe, où nous allons à la rencontre de Guillaume qui va témoigner de son expérience, de son expertise du régime cétogène. Bonjour Guillaume, Salut Ulrich, tu vas bien? ça va bien et toi? Très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que tu es un des pionniers du régime cétogène. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi c'est Guillaume Culioli, donc je vis en Guadeloupe depuis maintenant 17-18 ans à peu près. Avant j'étais sur la métropole, dans le sud-sud-ouest. Et voilà, donc je vis en Guadeloupe, j'ai créé ma vie là-bas avec ma compagne. Et sinon, je suis naturopathe, coach en préparation mentale. Et auprès principalement de sportifs pour l'instant, on va dire. Et je suis en CETO depuis maintenant 6 ans à peu près. Mhm. Et tu es Voilà. toi-même sportif? Et je suis moi-même sportif, en effet, je suis trailer. Trailer depuis, alors pas longtemps, depuis 2 ans, un peu sur le tard, comme on dit. Et pour diverses raisons que j'évoquerai, je pense, au cours de l'interview. Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu ton parcours sur les 20 dernières années, ta démarche vers la santé, te former à la naturopathie, ça ne vient pas tout seul, il y avait vraiment une vraie volonté. Ouais. Raconte-nous un petit peu ton parcours jusqu'au keto, on va dire. Quel était ton cheminement? Ok. Alors, moi, je suis issu d'une famille dont le père est médecin généraliste. Mhm. Ma mère est infirmière, ils étaient, parce qu'ils sont à la retraite maintenant. Et donc, on va dire assez loin de ce qu'on pourrait imaginer de la naturopathie. Euh, Même si mon père a pu connaître, parce qu'il a grandi à la campagne, donc il a pu connaître tout ce qui était les rebouteux et autres soigneurs et soigneuses des campagnes à l'époque. Néanmoins, lui s'est tourné vers quelque chose de beaucoup plus scientifique, hein, on va dire, de par sa formation. Et, et voilà, et on va dire dans ma prime jeunesse, j'ai été sous l'égide de l'allopathie, même si ça n'a pas été, comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés. C'était un peu pareil chez nous. On va dire que bon, j'ai jamais eu de gros problèmes de santé, hein, mais mon père nous a forcé à rien, tout ça. Et en gros, comment j'en suis venu à la naturopathie? C'est en venant, en arrivant en Guadeloupe en fait. Je suis arrivé sur une petite île au départ qui est une dépendance de la Guadeloupe. Et entre-temps, j'ai rencontré ma compagne actuelle qui, elle, était depuis son enfance en fait dans le milieu de la naturopathie. Son père était naturopathe, CTR, donc entraîneur, coach en haltérophilie à l'époque. Et c'est l'un des premiers en France à avoir promu l'haltérophilie sans produit. D'accord. Donc là, je te parle de l'époque des années 70-80. Donc pour te dire que je pense qu'il était très mal vu. Euh, Parce que je connais un peu le milieu de l'haltérophilie, du bodybuilding. Même encore aujourd'hui, beaucoup tournent aux produits dopants, quels qu'ils soient, et encore plus à l'époque parce qu'on n'en connaissait pas, j'imagine, les tenants et les aboutissants. Hmm. Bah, c'est Et intéressant parce qu'en fait, on a une vraie histoire sur ce sport-là. Et moi, j'ai des vieux livres d'haltérophilie, musculation, enfin à l'époque, ça s'appelait pas vraiment comme ça, qui datent des années 20, des années 30. Et là, on voit le maximum du potentiel humain clairement sans produit, puisque les produits n'existaient pas. Donc là, on est sûr que c'est propre. Et puis après, on voit, ça arrive vraiment après-guerre. On a vu des choses juste avant-guerre, mais après-guerre, ça arrive. On voit les premières hormones synthétisées, la disponibilité de ces produits. Alors, hormones de croissance, testostérone, tout le monde connaît, mais il y a eu plein de produits qui ont été utilisés qui aujourd'hui sont clairement interdits parce qu'ils sont mortels, quoi. Il faut faire simple. À l'époque, ils ont tout testé. Et on voit déjà que ce sport-là, donc la prise de masse musculaire, se sépare en deux groupes. Tu as un groupe qui veut du résultat à tout prix, et on arrive à des choses qui sont clairement n'importe quoi.
Et puis, on a un groupe qui reste propre parce qu'il y a une vraie ligue, il y a une fédération internationale. Et d'ailleurs, ceux qui vont dans cette ligue, entre guillemets, propre, et qui, d'une manière ou d'une autre, utilisent des produits, ils se font clairement défoncer la tronche parce qu'ils sont radiés à vie, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et on voit très bien que le potentiel humain naturel n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur des ligues professionnelles qui sont les plus connues, les Monsieur Univers aujourd'hui, avec des grandes écoles. Et donc, c'était un pionnier parce que dans ces moments-là, être un partisan d'un sport propre, ben, c'était pas le courant de pensée dominant. Donc, déjà, bravo. C'est ça. Puis, bon, c'est une preuve vivante, parce qu'il est toujours vivant. Il a plus de 85 ans. Et, il vit en Ariège et il fait, dès qu'il peut, en tout cas, quasiment tous les jours, 2 à 3 heures de vélo dans les montagnes de l'Ariège, quoi. Donc, lui était plutôt dans la branche naturopathie hygiéniste. Donc, à promouvoir tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'hormèse, hein. On n'a rien inventé avec l'hormèse, mais bon, les bains froids, les bains dérivatifs et l'utilisation au final d'une hygiène de vie pour prévenir d'éventuelles pathologies. Voilà, donc lui, il était à fond. Donc, sa fille, ma compagne, a grandi là-dedans. Donc, avec déjà, à l'époque, ils étaient dans l'alimentation bio, pas forcément végétarienne, mais bio en tout cas. Et voilà, donc ma compagne me racontait déjà quand elle était enfant, ils vivaient à Avignon, ils avaient de la famille en Ariège, et donc des fois l'hiver ou à l'automne ou au printemps, début du printemps, ils faisaient la route et ils s'arrêtaient dans l'Hérault au bord de la mer, et ils leur faisaient prendre des bains froids dans la mer. Donc voilà, donc une bonne hygiène de ce côté-là. Et donc quand je l'ai rencontré, ça m'a permis de mettre un pied là-dedans, parce que c'était quelque chose que je souhaitais. Sauf que j'étais en France, j'étais encore jeune, hein, et je ne savais pas trop vers qui et quoi m'orienter. Et donc, la rencontre a fait que ça a pu déterminer mon parcours, en quelque sorte. Donc, je me suis formé avec son frère, en fait, qui est naturopathe, sur Strasbourg, à côté de Strasbourg, naturopathe et formateur. Et dans le même temps, je me suis formé à l'acupuncture et au Qigong. Donc, j'enseigne le Qigong aujourd'hui, maintenant depuis 10 ans. Et des pratiques qui, au final, sont dans la droite ligne de la naturopathie. Je pourrais plutôt dire l'inverse, la naturopathie est dans la droite ligne de ces arts énergétiques anciens de Chine. Et d'ailleurs, une petite anecdote, dans un traité chinois, je suis tombé sur une petite pépite. J'étais déjà en céto, donc ça m'a un peu motivé à accélérer mon passage en céto, on va dire. Il est dit, alors de tête, hein, que pour travailler ton ouverture d'esprit et ta spiritualité, en tout cas, il est important de retirer les 5 céréales. Et derrière cette phrase, en fait, faut déjà se replonger dans une Chine antique où il y avait quelques céréales et pas autant qu'aujourd'hui, en tout cas pas autant de riz que ce qu'on imagine. Et en tout cas, il préconisait de retirer au final, donc quand on dit les 5 céréales, c'est retirer tout ce qui est à base de glucides. Et après, retirer petit à petit les produits carnés, ce genre de choses. Et bon, là, on est après chez des recherches d'ascèse et de personnes qui vont s'isoler dans des grottes, ce genre de choses, donc plutôt des moines, on va dire. Donc, j'avais trouvé cette phrase très stimulante pour moi. Oui, c'est intéressant de se replonger dans les textes anciens, parce que les textes anciens, ils nous montrent qu'ils avaient déjà tout compris sans avoir forcément les preuves scientifiques, mais ils avaient compris. Le plus vieil ouvrage qui remonte sur le régime cétogène de façon factuelle, c'est un médecin amiral de la marine française, je crois, de mémoire, 1796. Il avait déjà compris les problèmes. Et il y en a plein, hein, il y a eu plein, Epstein, tout ça, beaucoup plus tard, dans les années 1780, 90. Il y a eu plusieurs livres avec des médecins qui traitaient le diabète en retirant les glucides. Ils avaient parfaitement compris. Et puis après, il y a des anecdotes dans les vieux textes où, parce que les classes les plus aisées, les plus riches, avaient accès à certaines formes de glucides, que ce soit du miel,
des fruits, enfin des choses que les 99% du peuple n'avait pas accès. Et donc, du coup, ils avaient déjà les premières pathologies et diabète de type 2 existait déjà dans ces classes aisées, entre guillemets. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'il y a tu sais, il y a le célèbre régime crétois, par exemple, ou le régime méditerranéen. On a une image des choses, puis après, il y a la réalité. Et on voit très bien que le mythe n'a rien à voir avec la réalité. Pareil avec le régime d'Okinawa au Japon, où on fait croire aux gens qu'ils mangeaient massivement des glucides. En fait, quand on regarde les vieilles études et les vieux papiers, c'est majoritairement un régime carné, le régime japonais sur la longévité. Après, il a changé avec le temps. Alors, quand on étudie ces populations-là en 1990 versus 1890, c'est pas du tout la même chose que ces gens-là mangeaient. Et donc, quand on regarde les vieux documents, c'est très intéressant, très enrichissant, parce qu'on voit des différences énormes. On prend par exemple les études de 1920 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un Américain moyen qui vit à New York et qui travaille dans un bureau mangeait? Et on se rend compte qu'ils étaient à 3500 kilocalories par jour et qu'ils étaient minces. Tu vois? Et aujourd'hui, tu donnes 3500 kilocalories à un New-Yorkais, mais il gonfle, il prend 5 kilos par mois, quoi. Voilà. Donc, il y a plein de paramètres qui sont intéressants. Les vieux textes sont super, super intéressants. Moi, je suis fan aussi. Et transition toute faite en parlant de vieux textes. Donc moi, je viens de Guadeloupe, comme on l'a déjà dit. Et la Guadeloupe, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est une terre très accueillante. Et en revanche, et aussi, je dirais, qui peut être très dangereuse dans le sens où, en fait, on a toutes les choses climatiques cataclysmiques qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'on a un volcan un peu comme c'est pas comme un peu, c'est comme à Pompéi. Donc, s'il explose, c'est des nuées ardentes. Alors, vous ne le verrez pas, mais il est derrière moi, en fait, à quelques trentaines de kilomètres. Et on a des cyclones qui sont de plus en plus fréquents alors, ils nous épargnent depuis 2-3 ans, donc ça va. Néanmoins, il y en a qui sont de plus en plus forts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les tremblements de terre, on a des risques de tsunami, forcément aussi. Voilà, c'est déjà pas mal. Et je parle de tout ça parce qu'en fait, donc en vivant en Guadeloupe, je me suis rendu compte de tout ça et je me suis dit que ok, c'est bien beau tout ça. Donc en fait, on vit sur une terre qui peut être hostile et comment faire pour s'adapter à ça. Et dans mes recherches diverses et variées, je suis tombé sur Georges Hébert, les écrits de Georges Hébert, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'hébertisme, qui était un amiral de l'armée française, donc qui était sur son bateau à Saint-Pierre en Martinique, donc c'est une île à côté, à 200 km. Et il était là quand le volcan de la Martinique a explosé. Et alors pour la petite histoire, il est devenu célèbre parce que en fait, il a développé une méthode, la méthode naturelle s'appelle en fait, qu'il a développée en observant, alors à contre-coup évidemment, ce qui s'est passé pendant l'éruption. C'est-à-dire que pendant l'éruption, donc c'était donc à Saint-Pierre, la ville, je crois que ça s'appelle, où il y a eu, comme à Pompéi, des gens qui se sont retrouvés momifiés parce que c'est un nuage ardent, fumée ardente. Et ce qu'il a compris, ce qu'il a observé, c'est que les gens qui étaient les plus dans l'action, dans leur quotidien, donc c'est-à-dire ce qui est resté des indigènes, des Indiens locaux, des esclaves libres et actifs, donc souvent des paysans, des jardiniers, ou des gens qui travaillaient à l'extérieur en tout cas. La plupart de ces gens-là, qui étaient suffisamment proches de la mer, s'en sont sortis, parce qu'ils ne sont pas restés figés, stoïques face à la catastrophe. Ils ont réagi, ils ont plongé à la mer pour essayer de se sauver et choper des caravelles et autres bateaux. Et la plupart des gens, la majorité des gens qui sont morts, en fait, c'était plus ceux qui étaient déjà citadins, si on peut parler de citadins à cette époque-là, en tout cas des gens riches, comme tu viens de dire, qui n'étaient plus réellement en lien avec leur environnement, qui étaient coupés de cette vie-là. Alors en plus, pour la plupart des Occidentaux, des Français, qui étaient plus ou moins fraîchement débarqués sur le lieu.
Et du coup, Georges Hébert, en revenant en France, après ce traumatisme, parce qu'il a quand même essayé de repêcher des gens, il a envoyé des bateaux, des chaloupes et tout ça pour repêcher un maximum de personnes. Et en revenant en France, on l'a autorisé à entraîner une garnison de soldats avec sa nouvelle méthode. Et il a tellement été puissant dans son instruction que sa garnison, en fait, donc c'était avant la Première Guerre mondiale, donc la Première Guerre mondiale se déclare, et sa garnison est envoyée au front. Et c'était un peu bon, ils étaient un peu tous chers à canon à l'époque, mais on va dire que là, c'était vraiment des soldats très motivés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en fait, ils sont partis. Et pour eux, c'est un peu à la base des GI, je dirais. C'est-à-dire que dès qu'un homme tombait à terre, pour eux, il était inconcevable de ne pas ramener cet homme, vivant ou mort, à l'abri. Et en fait, ils ont développé alors, une puissance musculaire assez impressionnante. On peut retrouver encore des photos sur le net, naturelles, hein, parce que comme tu disais, il n'y avait pas de produit à l'époque, et une empathie. Une empathie exceptionnelle. Alors, malheureusement, cette empathie leur a, pour quasiment, je crois, 80% du bataillon, leur a coûté la vie. Georges Hébert lui-même, donc c'était pas un amiral qui se planquait derrière 30 km derrière le champ de bataille. Il y allait aussi, il a failli perdre l'usage de ses jambes. Grâce à sa méthode, il a récupéré sa mobilité. Et donc petit à petit, après, il a écrit des manuels dédiés à la jeunesse, aux gens de tous les jours. Et aujourd'hui, on connaît beaucoup le mouvement par Movnat, oui, qui habite aux États-Unis. Ouais. Voilà. Qui est un peu en bataille avec avec le mouvement de l'hébertisme. Parce que, bon, ouais, c'est des guerres de clochers, c'est des gens qui disent à peu près la même chose, mais du coup, tu sais, c'est un peu un biais français, je crois. On peut être d'accord sur 99% des choses, mais au lieu de collaborer sur les 99%, on est d'accord, on va se taper dessus sur les 1%. Bon, en keto, c'est la même chose, ou dans d'autres domaines, c'est la même chose. Exactement. Tradition française, je crois. Voilà, exactement. Donc, je me suis intéressé à ça, et alors, voilà. Donc, ça m'a permis de développer une hygiène de vie. Je ne connaissais pas encore le CETO à l'époque. Et malgré ça, j'avais une alimentation qui n'était pas top. J'ai grandi avec une alimentation, donc moi je suis né dans les années 80, début 80. Donc je suis né avec l'alimentation classique de l'époque, c'est-à-dire riche en glucides, très riche en glucides. Voilà, j'ai adoré ça. Et ça alors, facteur aggravant, je pense en tout cas, hein, à 9 mois, donc 9 mois après ma naissance, j'ai fini à l'hôpital une quinzaine de jours parce que j'ai fait une gastro-entérite, je pense, aggravée, c'est-à-dire que je régurgitais tout dans les deux sens, et j'ai commencé à me déshydrater. Donc j'étais obligé d'être hospitalisé. Et j'imagine que du coup ma flore n'a pas été terrible, plus voilà, tout le reste. Et donc j'ai développé petit à petit un côlon irritable. Alors jamais diagnostiqué parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un à l'époque de compétent pour me... C'est le problème, et c'est toujours le cas en fait. Toutes ces pathologies liées à l'intestin, que ce soit SIBO, SIFO, Crohn, enfin Crohn c'est plus simple, mais les pathologies liées au côlon irritable ou des choses comme ça, c'est très très mal diagnostiqué. Les gens sont laissés à l'abandon seuls. C'est ça. Débrouille-toi. C'est ça. Jusqu'au jour où j'ai commencé vraiment à avoir des diarrhées importantes. Quand j'allais à la selle, je ressortais de là, j'étais épuisé. Donc, je pense que j'avais atteint un niveau assez poussé d'inflammation. Et pourtant, tout le reste à côté de ma vie était... voilà, je suis dans la thérapie, ma compagne est dans la thérapie, on connaît l'influence
l'action de nos pensées, de nos états d'âme et de nos émotions sur l'accentuation ou même l'apparition de certaines pathologies. Donc voilà, j'ai essayé de... Et à l'époque, ton alimentation, elle ressemblait à quoi? Donc, riche en glucides, riche en fibres, c'était quoi à peu près? Ouais, Juste à ce moment-là. riche en légumes principalement. Ouais. Ouais, pas mal de glucides, pâtes, riz, produits locaux après en glucides, mais plus, je ne sais Oui, pas si tu connais le aussi. fruit à pain, ce genre de choses. Si, oui, bien sûr, oui. Voilà. On est en Polynésie, tout ça. Voilà. Hmm. Alors moi, jamais été grand fan de fruits, à part certains fruits d'Europe. Donc pas plus que ça. Mais riche en tout ce qui peut être issu de farine, riz, légumineuses, aussi pas mal. Un peu carné, mais pas beaucoup à l'époque. Alors jamais été végétarien non plus, mais c'est vrai que c'est une époque où on mangeait pas beaucoup de viande. Parce Une que alimentation plutôt variée, légumes, pas trop de fruits, peu de céréales, un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œufs. Voilà. Tu consommais des produits laitiers aussi à ce moment-là? Ou tu avais, du s'il y en avait, fromage t'en et mangeais? quelques produits. Après, à cette époque-là, on n'avait pas accès à des bons produits. Enfin, c'était des produits du commerce basique. Donc, il n'y avait pas beaucoup de bio en Guadeloupe. Donc, j'essaie de limiter là-dessus. Et sur ces entrefaits, mon beau-frère donc débarque. Donc là, c'était en 2016. Débarque en Guadeloupe parce qu'il venait de temps en temps faire en vacances déjà et faire des petits séminaires. Et cette fois-là, il vient nous parler du régime d'alimentation céto qu'il venait de découvrir en tant que naturo, parce qu'il est toujours à rechercher ce qui se fait. Alors, tu sais très bien, tu es même parti surtout du côté des États-Unis et ailleurs. Voilà. Et il a même écrit un petit manuel, enfin un gros manuel même, comment renverser le diabète avec la naturopathie et le céto forcément. Voilà, donc il nous a... C'est ça qui t'initie, qui te dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là pour moi. En 2016, donc avec Ouais, en l'avenue de ton 2016. beau-frère. Voilà, Ok. exactement. Il nous fait une petite conférence là entre amis et autres personnes intéressées. Et alors moi, je me lance pas tout de suite. En revanche, un très bon ami qui a une spondylarthrite ankylosante, lui, se lance. D'accord. Alors, ouais, une fois l'adaptation faite, le pote, il passe alors, il prenait plus de médicaments à l'époque. Avant, il avait testé, il avait les médicaments un peu chimio, là, je ne sais plus ce que c'était. Oui, les immunomodulateurs, tout ça dans cette pathologie. Ouais. Voilà. Pathologie Et en fait, auto-immune. Ouais. voilà. Et en fait, ça le fracassait. Il n'avait pas envie de ça, surtout qu'il voyait que les gens qui prenaient ça, ils finissaient quand même mal. De poids, etc. Ouais. Ouais. Et en plus, lui, c'est un ancien très gros sportif, un ancien des forces spéciales, donc je tairai son nom. Et en passant assez tôt, 80% de ses douleurs ont disparu. Direct. Et donc là, c'était 2016. On est en 2023. Tu le vois toujours? Tu vois dans quel état il est depuis? Ouais. Comment ça se passe Alors, pour lui? il est plus en Guadeloupe. Ouais. Lui, clairement, dès qu'il sort du céto, dès qu'il sort des 20 grammes, en fait, Ok. il le sent. Pour lui, Ben, c'est... tu vois, ce sera un témoignage intéressant. Si tu le vois, tu lui dis qu'il me contacte et ce sera intéressant. Je vais faire témoigner quelqu'un qui lutte contre une spondylarthrite ankylosante et qui a des problèmes de poids, justement. Elle est toujours en keto, mais elle est pas satisfaite du résultat qu'elle a obtenu en keto. Donc, son témoignage sera très intéressant pour venir étayer ça. On a besoin de témoignages. C'est des pathologies très, très invalidantes. Les gens sont souvent seuls. On leur donne un parcours tout tracé qui n'est pas génial. Donc, des réussites personnelles avec ça, c'est très encourageant. Il faut qu'ils témoignent. Ouais. Bon, et Après, alors après, toi, tu y passes, tu vois son résultat, tu te dis, oh, il y a peut-être quelque chose à faire. ouais, voilà, on en discute beaucoup, parce que c'est quelqu'un avec qui j'étais proche. Et petit à petit, je me lance, en fait. Et voilà, et puis je vois les résultats, enfin, pareil. Enfin, et puis, moi, les résultats au cours de la céto-adaptation sont presque miraculeux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que au bout de
Alors, avant ça, hein, j'essaye plein de trucs, de réduire plein de trucs, d'enlever plein de trucs. Je suis à 3 repas par jour, plus de l'alcool, plus, plus des collations, ce genre de choses. Donc, vraiment, alimentairement, j'étais pas bon, quoi. Et, et quand je passe en céto, ben, je sais plus, mais 2-3 jours après, alors je le fais strict, hein, je le fais bien, je pèse les trucs et tout au début pour bien faire, pas perdre de temps. Et je sais pas, 3e jour, je me lève. Et là, ben, le truc que certains ressentent, c'est-à-dire que besoin de bouger, quoi. Besoin, surplus d'énergie, besoin de faire des trucs, une énergie à foison toute la journée qui est présente, quoi. Et, ça, pour moi, c'est tellement flagrant. Puis cette brume mentale aussi, cette chape, même, moi-même, je dirais, cette chape mentale qui disparaît, c'est bluffant, quoi. Du coup, tu fais quand même ça la première fois, principalement pour tester et voir pour tes problèmes gastro-intestinaux aussi, voir ce que ça faisait. Comment Ouais. ça se passe de ce côté-là? Quelles sont les améliorations? En combien de temps tu les obtiens? Alors, à ce niveau-là, c'est assez long. Même aujourd'hui, je dirais, c'est pas totalement résolu. Je pense que j'avais vraiment les intestins abîmés. On va dire qu'il y a quand même une amélioration. Donc là, ça fait 6 ans, au bout de la 4e année. Voilà. Réel. C'est-à-dire que je dis réel parce que au bout des 4 ans, je pouvais faire des écarts sans que ça impacte mes intestins. Avant, si je faisais le moindre écart, si je faisais un écart conséquent, on va dire, je le ressentais direct, c'est-à-dire perte d'énergie, chamboulement gastrique, intestinaux, comment on appelle ça, sensation de, puis sensation de, tu vois, style une soirée où il y a un anniversaire. Alors si je mange une part de gâteau, une part moyenne, ça va. Si j'en mange 2, le lendemain, j'avais gueule de bois, quoi, sensation de gueule de bois. Ah, bien sûr. Et tu vois, aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant, mais encore de plus en plus aujourd'hui, je peux faire des écarts et ces sensations-là ne sont plus présentes. Donc, je pense qu'il y a une guérison qui s'est opérée quand même au niveau intestinal. Et puis j'ai compris aussi au fur et à mesure que quand je faisais un écart, qu'est-ce que je pouvais mettre en place derrière pour éliminer le surplus de glucides. Voilà, donc j'ai cheminé, quoi, aussi à travers. Est-ce que tu as cheminé aussi, pas spécifiquement pour tes intestins, sur plus ou moins de végétaux, par exemple? On a énormément de très bons résultats. Alors, je vais rappeler un truc parce que j'en ai marre de l'entendre partout. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui c'est l'abruti qui a diffusé ça sur Internet. Il y en a qui voudraient opposer le régime carnivore au régime cétogène, ce qui est d'une stupidité sans fondement, puisque le régime cétogène est pratiquement né de l'observation du régime carnivore. À la base, nous sommes des carnivores depuis 2,5 millions d'années. Et donc, les végétaux ne sont pas indispensables à la vie. On peut très bien vivre en régime carnivore de la naissance à la mort sans problème. Et on n'est pas du tout en opposition, puisque quand on est sur un régime carnivore, de fait, on est en céto nutritionnel. Donc, c'est juste un arbitrage. Il y a des gens qui aiment consommer plus de végétaux, ça ne pose pas de problème. Moi, j'appelle ça céto-omnivore, entre guillemets, céto-omnivore. Et de l'autre côté, il y a des gens qui arrivent à avoir des bienfaits sur le céto-carnivore. C'est un régime cétogène dans lequel on a retiré les végétaux. Typiquement, j'ai commencé à écrire là-dessus en 2015. C'était mon premier billet de blog sur notre site. Et puis après, j'ai écrit des articles sur PKD, donc la clinique paléocétogène en Hongrie, qui ont eu des résultats remarquables avec un régime carnivore, avec des animaux vraiment de très grande qualité en Hongrie. Donc tout ça, c'est cétogène. On est en cétose. Il n'y a pas d'opposition. C'est juste un arbitrage qui peut être plus ou moins différent, plus ou moins riche en glucides, plus ou moins de végétaux, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, sur les pathologies intestinales, ils ont eu vraiment un mieux quand ils ont réduit, voire supprimé les végétaux, au moins un temps, pour, entre guillemets, soulager la paroi intestinale. Il y a beaucoup d'antinutriments dans les végétaux. Alors, chez quelqu'un qui est en parfaite santé, qui n'a pas de problème, ces végétaux-là, ils ne vont pas poser de problème. Par contre, chez d'autres personnes qui ont une faiblesse au niveau intestinal, retirer les végétaux, ça amène des bienfaits. Est-ce que tu as vu des variations selon tes apports en végétaux là-dessus?
Alors, oui, pas. Alors ça, c'est assez fréquent, c'est assez récent, pardon, dans le sens que malheureusement, en Guadeloupe, on n'a pas accès à un grand choix de bons produits carnés. Mhm. À part les poissons, et encore, on pourrait y redire dessus. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai bien compris, parce que, alors, entre-temps, je suis passé aussi, quand je suis passé en CETO, au moment de mon passage en CETO, pour moi, enlever le petit-déj, c'était très compliqué. Donc, et puis, j'avais un petit-déj à base glucides. Donc, le temps que je trouve comment le remplacer, ben, au final, je l'ai enlevé. Donc, je suis en fasting quotidien depuis quasiment 6 ans, je pense, 5-6 ans. Et, ce que je voulais Donc, tu es dire sur aussi. 2 repas par jour et on parlait de l'arbitrage avec les végétaux. Ouais. Et du coup, les produits carnés ici, on n'a pas une super grande qualité. Et donc oui, j'ai compris que en étant en cétose, ben forcément, on mange quand même moins. Mhm. Et l'idée, Le c'est quand volume. même de manger des produits riches nutritionnellement. Mhm. Donc, et de toute façon, ça, c'était une base que j'avais quand même avant, d'essayer de manger le plus, pas forcément bio, mais des produits, en tout cas animaux élevés en plein air, ce genre de choses. Et, 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 et donc, j'ai pas pu tester vraiment ça parce que, bah, tu vois, pourtant j'adore ça, hein, mais du Mhm. lard, du bacon, ce genre de choses. Bah, ici, alors, tu vas en trouver en bio en supermarché, mais ça coûte super cher. Tu as 3 pauvres bouts dans un Bah, tu vois, sachet. tu pourrais essayer, parce que les résultats sont souvent très rapides. Tu pourrais essayer de te dire, OK, bah là, je me mets une semaine, 10 jours, uniquement carnivore. En Hongrie, ils ont un protocole vraiment hardcore parce que en fait, chaque patient qui passe chez eux va faire le fruit d'une publication scientifique et ils mesurent systématiquement la perméabilité intestinale. Et quand tu vois la vitesse où ils inversent la perméabilité intestinale, ce qui est clé dans beaucoup de symptômes, en particulier les pathologies auto-immunes, eh ben, ils en arrivent à faire un régime carnivore, mais ultra strict. Il n'y a même pas d'œufs au début. Tu vois. Même pas. Ils virent les œufs. Donc, bien sûr, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de fromage, de la viande pure. Et puis après, ils arrivent à réincorporer des œufs si la perméabilité intestinale est inversée. Mais te dire, je fais ça une semaine, 10 jours et je vois ce qui se passe, tu risques pas grand-chose. Et Ouais. à mon avis, ça pourrait être intéressant pour toi parce que moi, j'ai vu plein de fois, il y a plein de témoignages là-dessus. Il y a certaines personnes qui font ça 1, 2, 3 ans, puis après, ils réincorporent des végétaux et ils n'ont plus de problème, tu vois. En fait, tu as inversé vraiment définitivement le souci. Ouais, ouais. Voilà. Ça, je l'ai constaté en août, là, j'étais en métropole, en France. Et bah, voilà, je me suis lâché sur les produits que je trouvais et que j'aime. Donc, pas mal de produits carnés, des jambons, ce genre de choses. Et en effet, là, j'ai pu constater une différence Mm. sur, sur mon état intestinal. Donc, Mm. ça m'a posé question. Et, ouais, faudrait que je vois comment je peux mettre ça en place. C'est vrai que je suis pas plus penché que ça pour l'instant, mais je vais y réfléchir. Ouais. Ça m'a fait rire parce qu'il y a, je sais pas, 5, 6 ans, j'avais publié un article sur notre site qui concernait les fibres. Alors, moi, j'ai toujours dit, OK, un régime riche en fibres, pas de problème, vous mettez 30 grammes de fibres. On n'est pas là pour lutter contre les fibres parce que malheureusement, les fibres font partie de la grande famille des glucides. Hein, c'est vraiment une grande, grande famille, les glucides. Les gens ne veulent pas tout comprendre parce que quand on regarde en analyse de laboratoire, c'est très compliqué. Et pour faire simple, il y a les amidons et les sucres, pour faire simple, puis il y a les fibres, elles sont dedans. Mais on n'a rien contre les fibres. Par contre, chez certaines personnes, ces fibres posent de vrais problèmes intestinaux. Du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une étude scientifique qui nous montre, en prenant un groupe avec des fibres, un autre groupe sans fibres, ce qui se passe, par exemple, sur certaines pathologies? Et alors, tu vas avoir tous les nutritionnistes du monde entier qui vont te dire, ah non, les fibres, c'est indispensable pour une bonne santé intestinale, etc. L'étude la plus sérieuse qu'on ait à ce sujet, en fait, elle est rigolote parce que toutes les personnes qui sont rentrées dans l'étude, qui avaient des problèmes, alors tu avais des rectocolites hémorragiques, tout un tas de pathologies liées à l'intestin. Quand tu retires les fibres, tous les symptômes disparaissent.
direct. Ah oui, mais Donc, les si tu veux, fibres. j'ai pas dit qu'il fallait. Je suis pas un religieux. Je suis pas contre les fibres. Je dis juste que émettre l'hypothèse que les fibres, dans certains contextes, soient néfastes à la santé intestinale, ça serait peut-être temps de reconsidérer la question. Je Oui, dis oui. juste ça. Ce mythe de croire que si tu n'as pas de fibres, tu vas pas avoir de tractus intestinal, Ah mais ça n'a oui. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pareil pour les constipations, pour tout ça, on voit plein de gens qui ont vraiment des transits très très irréguliers. Ils sont lundi en diarrhée, mardi constipés, etc., etc. Et par un régime cétogène bien formulé, voire même cétocarnivore, donc un régime cétogène qui utilise que des produits animaux, on se retrouve à avoir des transits totalement réguliers. Il y a beaucoup de gens qui te disent qu'il faut avoir des selles régulières, par exemple, une fois par jour, tous les jours. Mais il est marqué nulle part dans la littérature scientifique que ça, c'était la norme chez un être humain. Quand on est en régime carnivore, on mange beaucoup moins. On a beaucoup moins de sel. On n'est pas constipé, mais c'est juste qu'on a le volume de sel qui est réduit. Du coup, on met notre gros intestin un peu au repos, entre guillemets. Il y a beaucoup moins de fermentation. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, du coup, on va à la selle 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Et c'est totalement normal sans être constipé avec une consistance, excusez-moi pour la photo, mais la consistance des selles est parfaite. Tout ça, je l'avais écrit dans un article et ça demande un peu de changement de paradigme. Il faut revoir un peu les choses. Oui, oui. Ouais. Parce que le tube digestif humain n'est pas le tube digestif d'une vache ou même d'un gorille. C'est pas la même chose, quoi. On n'est pas fait pour avaler tout un tas de végétaux qu'on ne peut pas digérer. Donc, on est obligé de fermenter. Notre côlon, ça devient un fermenteur, en fait. Et on n'est pas forcément fait pour ça. Et chez certaines personnes, ça crée des problèmes mais immenses. Ouais, voilà. ouais. Donc, encore des choses à explorer, de toute façon. Il y en a toujours, heureusement. On s'ennuierait sinon. C'est ça. C'est toujours un peu le truc dans l'alimentation, c'est que dès que tu commences à y mettre un pied dedans, tu te rends compte que tu n'en finis pas de c'est la boîte de Pandore. Au départ, tu regardes les macronutriments, après tu commences à regarder les micronutriments, après tu t'intéresses aux méthodes d'agriculture, c'est-à-dire où sont les micronutriments dans cette viande, dans ce légume. La méthode de culture change les choses. Maintenant, on a des cultures hors sol avec des végétaux qui ne nous nourrissent plus parce que les micronutriments ne sont même pas mis dedans. Hein. Dans le temps, carotte, ça poussait dans de la terre. Une tomate, ça poussait dans de la terre. Maintenant, tout pousse en hors sol. C'est des soupes qui sont mises dans de l'eau, c'est arrosé. Et s'il n'y a pas le micronutriment dans la soupe qui est arrosée, vous ne l'avez pas. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, tout est lié. Et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Ouais. Donc toi, 6 ans de régime cétogène dans ces conditions, qu'est-ce que tu as obtenu en plus comme bienfait tu parlais de la clarté mentale. Qu'est-ce que tu as eu d'autre encore Résilience, endurance sportive, qu'est-ce que tu as eu de mieux Alors, à l'époque, quand je me suis lancé, je faisais pas de sport parce que j'avais des problèmes de genoux que j'ai réussi à résorber entre-temps. En revanche, je construisais ma maison, donc j'avais quand même besoin de beaucoup d'énergie. Donc, j'étais pas, je vivais pas sur place là où je construisais la maison, forcément. Et souvent, il m'arrivait d'être en mode fasting guerrier, je crois on dit, c'est-à-dire un repas par jour, donc le soir, parce que la flemme de me préparer à manger, voilà, tout simplement. Ouais, et voilà, et pas de perte d'énergie. Et la maison, je l'ai construit tout seul, donc si j'avais pas d'énergie, ça aurait pas avancé. Donc j'avais de l'énergie, donc ça a avancé, même si j'ai pris mon temps. Et sinon, sportivement, donc ça fait en février, donc on est en novembre, en février qui va arriver là, 2024, ça fera 2 ans que je me suis mis au trail. Donc j'ai un coach et tout ça qui a lui-même expérimenté le CETO pour essayer de battre un record de dénivelé positif. Et donc je fais alors j'ai pas de référentiel parce que je courais pas avant, je faisais pas ce sport là. En revanche, j'ai un référentiel par rapport aux autres personnes et un référentiel qui n'existe pas, ou très peu en France en tout cas, je dirais, que je crée au final, avec d'autres dans leur coin, j'imagine. C'est-à-dire que, tu l'as déjà évoqué avec d'autres personnes, tous mes entraînements, je les fais à jeun. C'est-à-dire que je m'entraîne le matin. C'est à ce moment-là que j'ai la motivation et le temps de le faire. Donc, c'est
ça va varier, hein, ça va dépendre des entraînements, ça va être de 1 heure à 3 heures, voire plus de course ou de renforcement musculaire, sans perte d'énergie, sans me traîner, et sans plus de douleur que ça. Enfin, pas plus de douleur en tout cas qu'un autre gars. Et par rapport à ça, donc le mercredi 3 mai 2023, j'étais en Corse et j'avais un défi que je me suis lancé à moi-même, hein, tout seul. Donc c'est un truc que je me suis organisé, c'était pas lors d'une compétition ni rien. J'ai parcouru 58 km donc en trail, donc c'est le Mare Sud. Alors désolé pour l'accent corse. Donc c'est une trace dans le sud de la Corse qui relie les deux côtés de la mer. Alors je l'ai pas fait en totalité, il me manquait 20 km. C'était plus un problème d'organisation que d'énergie. Et donc j'ai réalisé ça à jeun depuis la veille au soir jusqu'à mon arrivée. Donc ça représente combien d'heures dénivelé? 11h30. 11h30. Je compte la pause. Et en dénivelé, il y avait 2008, presque 3000, je crois. D'accord. Ouais, c'était pas à plat sur un stade. Hein. Okay. Non. Et tout seul dans la montagne. Voilà. Donc j'étais là-bas en famille. Donc c'est ma famille qui me faisait le ravitaillement en eau sur un seul ravitaillement et à l'arrivée. En eau et en café. Je garde quand même mon café, pour moi c'est très important, même si j'ai viré tout mon petit déjeuner, le café, je ne vais pas se priver non plus. Et pieds nus aussi, pardon, parce que je fais du trail pieds nus. Et le plus... alors, deux choses flagrantes sur cette expérience. Alors, à 2 km près, c'était la première fois que je faisais autant. Zéro fatigue tout le long du parcours. Après des trucs mentaux, mais comme on peut avoir sur ce genre de distance, c'est le mental qui reprend un peu le dessus sur certaines choses. Et ça passe. À deux moments, j'ai eu... alors, dès que je suis parti, un quart d'heure après que j'ai commencé à courir, j'ai eu faim à 5 h du matin, alors que ça ne correspond à rien du tout. Je ne mange jamais le matin. Enfin, ça fait 5 ans que je ne mange plus le matin. Donc, je ne sais pas d'où c'est sorti. Ça a duré 3 minutes, puis c'est passé. Et puis, pareil, après, c'est plus l'horloge biologique, je pense, qui s'est réveillée vers midi, 1 h. Pareil, une envie de manger, mais qui a duré 3 minutes, quoi, 5 minutes maximum. Et c'est passé. Et même pendant cette envie de manger à midi, je ne me suis pas senti en perte d'énergie, ni rien. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que donc j'avais pris plus de temps que prévu. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas faire les 20 derniers kilomètres. C'est-à-dire que j'étais en vacances là-bas avec ma famille, parce qu'on vient de Corse, donc c'était très symbolique pour nous et pour moi. Ils m'attendaient, en fait. Et donc, je voulais pas faire traîner le truc des plombes et des plombes. Moi, j'avais réalisé mon objectif, en gros. Et à la fin, pour qu'ils m'attendent le moins possible, j'ai accéléré dans une grosse côte assez longue, j'étais surpris, je pensais qu'elle était moins longue. Et donc, j'ai accéléré et ça faisait donc 11h30, ça faisait bien 10h30 que je courais. Selon certains, je ne devrais plus avoir de glucose dans mon corps. Oui, j'aurais dû tout épuiser et ramasser à la petite cuillère. Et j'ai eu une patate de malade. Et ça n'a pas duré 5 minutes. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, j'ai bouffé la côte parce que j'avais la motivation et l'énergie, quoi. Et donc, cette première chose très surprenante, au-delà de je savais que je ne serais pas fatigué. Ça, de toute façon, on a été persuadé de par les expériences de gens que j'ai pu lire. Et deuxième truc... Tu remarqueras quand même qu'entre ce que tu sais et ce que tu as expérimenté, il y a une grande différence. Que moi-même, j'y suis passé par toutes ces épreuves. Et tant qu'on ne l'a pas vraiment ressenti, il y a toujours un petit doute, tu vois. Et là, tu n'as plus le ressentir, ce qui change tout. Ah oui. Et c'est kiffant.
C'est de se dire. On se sent un peu invincible en faisant ça après. Ah ben c'est ça. Tu te dis, ça fait 11 heures que je suis dehors, j'ai rien bouffé depuis la veille au soir. Bon, ok, il y a un truc quand même là, on nous aurait menti, quoi, en quelque sorte. Et j'avais publié, je ne sais pas si tu l'avais lu, le témoignage de Michael McKnight qui habite dans l'Utah, juste à côté de chez moi. Lui, avec les confinements, il y avait eu des histoires de courses annulées, etc. Et il s'était fait un peu dans la même idée que toi, juste pour lui, hein, il s'est fait une trace. Donc 18 heures, 160 km à jeun. Il y avait beaucoup moins de dénivelé. Il était à 1000 et quelques de dénivelé, mais juste à l'eau, c'est pareil. Et donc, c'est pareil, si tu veux, c'est des trucs qui sont hallucinants quand on te dit vous n'arriverez pas à finir votre marathon si vous ne ravitaillez pas tous les temps de temps. Et là, tu as des gens comme toi qui vont se taper les 3000 mètres de dénivelé en 11 heures, l'autre 160, ça dépasse tout entendement, quoi. Donc, et avec une puissance énorme parce que, à la limite, tu lui en remets à la fin, il en remet encore une couche, quoi. Il n'y a pas de problème, il a accès à sa graisse corporelle, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et même à la fin, donc j'ai arrêté pour une raison logistique. Et physiquement, j'aurais pu continuer parce que je ne me sentais pas fatigué. Bon, je commençais à avoir un peu des courbatures, ce genre de trucs, mais bon, rien de trop pénalisant. Et seconde chose, la plus surprenante, et j'en parlais justement avec mon beau-frère, le naturopathe, qui lui aussi est en cétose, c'est alors à part sous les pieds, mais sinon dans tout le reste du corps, zéro courbature. D'accord. Et parce que rappelons que tu l'as fait en pieds nus, au fait. Je ne sais pas si des gens ils se rendent bien compte de ce que ça fait. Moi, je suis un grand fan de la foulée médio-pied, la foulée naturelle, etc., qui idéalement se fait nu pied, parce que c'est vraiment la foulée naturelle. Ouais. Mais bon, quand on est dans un chemin avec des roches, etc., faut déjà maîtriser le truc, hein, parce que on n'est pas dans le sable. Hein. Ouais. C'est ça. Le plus dur, c'était les. Donc, il y avait tout style de chemin. Il y avait de la route. Et c'est juste. Justement, le plus dur, c'était les petits passages, enfin, les passages sur les petites routes de Corse, parce que leur asphalte, là-bas, c'est fait avec du granit. Ouais. Et c'est bien arasant, le granit. Donc, au bout d'un moment, ça commence à bien chauffer. Mais bon, voilà, rien de plus. Pareil, j'ai pas eu d'ampoule, ce genre de choses. Et donc, pour confirmer un peu tout ça, là, je me relance un nouveau défi. Alors, cette fois-ci en Guadeloupe. Alors là, je ne le ferai pas pieds nus parce que je vais faire quasiment que de la route. C'est-à-dire que donc, la Guadeloupe est composée de 2 îles. La Basse-Terre qui est l'île de montagne et la Grande-Terre qui est l'île avec les plages clichés, paradisiaques. Donc moi, je suis sur la Basse-Terre et je vais faire le tour de la Basse-Terre en courant. Donc 80% de route. J'essaye de favoriser au maximum les chemins côtiers, ce genre de choses, mais il n'y en a pas beaucoup sur cette partie de l'île. Et donc, je serai en partie chaussée. Je vais faire une bonne partie pieds nus aussi. Et pareil, partir avec le même principe, à jeun, et voir, là, tu me dis, ton voisin dans l'Utah qui a fait 160 à jeun aussi, là, c'est la distance, j'ai 150 km. Donc, 150 km, je n'ai pas beaucoup de dénivelé, parce que je reste sur la côte. J'ai quand même 2000 et quelques. Et voir combien de temps, donc en keto, combien de temps je peux rester sans m'alimenter, quoi. Et si je m'alimente, évidemment, je reste sur du keto. J'ai des barres keto fabriquées en France, là. Mais après, en plus, il y a tout un apprentissage psychologique. Tu l'as dit toi-même dans ton témoignage sur la course que tu as fait en Corse. En fait, notre premier adversaire, c'est notre propre cerveau. Hein. C'est-à-dire concrètement, il y a la limite physique, mais on a une limite cérébrale qui est là largement avant la limite physique. C'est notre cerveau qui dit « Oh, stop, là c'est trop dur, lâche l'affaire, abandonne, etc. » Et nos muscles, ils peuvent continuer physiquement parlant, biologiquement parlant. Et donc, du coup, c'est un management de la douleur, c'est un management ça s'entraîne. C'est un cerveau, en fait, qu'il faut habituer à aller de plus en plus loin. Je donne un exemple très simple. Tu prends une barre pour faire un développé couché, par exemple. Les gens te disent, je ne peux pas soulever plus de 100 kilos, par exemple, je suis à mon maximum. Et ben, on se rend bien compte que si ce développé couché, il permet de sauver la vie de ton enfant parce qu'il y a un accident, il faut soulever quelque chose de lourd. Les gens, ils soulèvent 300 kilos. Hein.
Donc, en fait, ce n'était pas un problème biologique, c'était un problème de rupture mentale. Ah ben oui, oui. Oui, de croyance et de tout ce que tu veux. Ouais. Et c'est On s'auto-limite, en fait. Notre cerveau nous auto-limite. C'est lui qui nous ouais, freine. ouais. Et c'est grisant de faire péter ses limites, quoi. Parce que tu remets rien qu'en changeant l'alimentation, mais bon, c'est pas rien parce que j'accompagne des gens justement à changer leur alimentation en fonction de leurs problématiques. Et pour beaucoup, pour moi le premier, hein, ça a été quand même des grosses remises en question. Mais ça change tellement de choses et tellement d'expérimentations qui peuvent se mettre derrière que, enfin voilà, moi, comme je dis dans mes accompagnements, hein, ok, je vais t'accompagner à changer ton alimentation, mais sache que on va aller checker ton sommeil, on va aller checker ton implication dans ton job, le kiff que tu prends dans la vie, enfin voilà, ta vie perso. Et en fait, oui. Et donc voilà, donc ça c'est prochain défi. J'ai un premier palier là début décembre où je vais participer à une course officielle en Guadeloupe. C'est une espèce de dernier homme debout. Donc, c'est un urban trail qui dure 10 heures. Alors, j'ai pas le descriptif de la course. Je sais juste que c'est 3,5 km par heure. Donc, c'est pas beaucoup. Dans la ville où ça se produit, c'est une ville assez plate. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, en tout cas, voilà. Donc, après, c'est à 18 heures le soir. Donc, j'aurai mangé dans la journée. Je serai pas à jeun, mais j'aurais pas mangé. Je pense que mon dernier repas sera vers 11 heures ou midi plus tard. Donc, je serai loin de la digestion déjà. Et l'idée, voilà, c'est de me préparer. Et après, le 3 février, la veille de mon anniversaire, je fais mon défi du Tour de la Basse-Terre, donc 150 km. Mais faut se donner des défis un peu fous dans la vie. Je te félicite parce qu'en faisant qu'on peut vraiment expérimenter et savoir. J'ai toujours dit que il faut expérimenter, il faut faire. C'est important. Oui. Puis tu vois, donc moi je suis dans le coaching et si je veux pouvoir amener des sportifs à passer en CETO, j'ai besoin aussi d'un certain bagage en quelque sorte, de leur montrer preuve à l'appui que voilà, tu peux le faire. J'ai commencé tard le trail, donc j'ai pas un super niveau, je suis pas un athlète né. Néanmoins, déjà rien qu'en changeant ton alimentation. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu le témoignage, le premier d'ailleurs, le portrait keto numéro 1 de Marc Vallée, qui est pour moi super intéressant. Marc, c'est un puits de science. Il a une approche d'ingénieur, de technicien, donc il décortique tout, il analyse tout. C'est la même chose. Il a été en surpoids longtemps. Il a perdu tout son surpoids et il s'est mis au trail de façon très tardive. Parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, il avait 44 ou 45, quelque chose comme ça. C'est pas un âge où normalement on se met à la course à pied. Il y a beaucoup qui arrêtent à ce moment-là. Et il donne le pion à des gens qui courent depuis 30 ans, qui sont 20 ans plus jeunes. Hein. Donc, le régime cétogène, ça permet vraiment une deuxième jeunesse à ce niveau-là. Et il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Donc, et on voit des performances très tardives. Tu sais que le trail, en fait, c'est le top de ta VO2 max. Tu l'as relativement tardivement. Et si tu regardes bien toutes les personnes qui performent vraiment en trail, ce n'est pas des jeunes de 17, 18 ans, quoi. C'est des gens qui ont de la caisse et qui ont de l'âge. Donc, il n'y a pas de facteur limitant en fait à commencer la course à pied. S'il y a des gens qui veulent nous entendent et qui se disent tiens, je m'y mettrai bien, il n'y a rien qui empêche. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Oui, non, sur l'ultra, en tout cas, c'est pour l'instant, en tout cas, ceux qui dominent sont les gens de la quarantaine, voire cinquantaine. Et après, moi, en Guadeloupe, c'est un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup des courses courtes en trail. Des 5, 10, 20 km. Donc, il y a pas mal de jeunes qui envoient, qui ont la patate, qui ont la niaque. Après, ça nécessite un peu plus de technique. J'en ai discuté avec, tu sais, Solar BRCL, tu connais en France, qui a popularisé Light Fit Running, la foulée médio-pied avec les chaussures minimalistes, etc. Et une fois, j'avais fait un atelier avec lui et il y en avait un qui posait la question
Et comment ils font pour détecter les jeunes qui sont champions sur des distances? Il fait non, 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 on détecte rien du tout, on fait rien du tout, on n'apprend rien du tout. On prend 1000 personnes, on les fait courir, et puis on va entraîner les 10 meilleurs. Hop, ceux qui sont déjà prédisposés, en fait. Bah, C'est oui, comme ça que ça se passe. Tu prends pas quelqu'un qui est en queue, à qui tu vas tout apprendre en espérant qu'il soit champion. Il y a des gens qui ont une foulée. Tu vois, moi j'habite à Boulder, Colorado, et là il y a 2 jours, le record sur le 50 miles, il vient de tomber. C'est un gars de Boulder, il est d'ici. Hein. Moi, à chaque fois que je le croise, je suis juste, mais alors, en extase devant sa foulée. C'est quand tu vois la vitesse où il va. Il a une foulée qui est parfaite, magnifique. Tu sais, à ce niveau de performance, c'est tellement beau que ça a l'air simple. C'est dans ouais. tous les gestes techniques, tu sais, que ce soit la natation, le patinage artistique, ce que tu veux. Les mecs, quand ils sont vraiment au top du top, les meilleurs au monde, ça a l'air simple. Les nageurs olympiques, quand ils glissent sur l'eau, tu as l'impression que toi aussi, tu peux y aller. Et puis toi, tu es en train de faire plouf-plouf derrière, tu vois. C'est ça. Et ce niveau de perfection, il n'est pas facile à atteindre. Et il y a tout un tas de prédispositions. C'est pas tout le monde. Donc forcément, plus tu raccourcis la distance, et plus cette foulée-là, si parfaite, le retour de pied, tout ça, c'est difficile à acquérir. Et ça nécessite plus d'expertise. Alors que finalement, tout le monde peut se faire plaisir sur des trails, par exemple, plus longs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on peut arriver à des gens qui performent sur le tard, sur le trail. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose d'autre, adaptation du mode de vie par rapport à tout ça? Parce que j'imagine que quand on découvre le régime cétogène comme toi, qu'on voit des bienfaits, on a envie de plugger des nouveaux trucs. Il y a plein de choses qui… Je sais que tu fais une veille un peu scientifique aussi. Il y a plein de choses qui sortent. Qu'est-ce que tu as expérimenté, envie de faire pour améliorer le sommeil, par exemple? Tu en as parlé tout à l'heure. Pour améliorer sa vie? Ouais, qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Tu t'es pas mis à la natation avec la Guadeloupe à côté? Je peux pas te dire faire des bains froids dans la mer parce que ton eau, elle doit aller à combien? 28, 29, 30? Ouais, c'est ça. Alors bon, là, elle commence à baisser. Non, après, je me suis mis au bain froid, c'est vrai, mais en mode, voilà, je vais faire hurler les écologistes, mais bon, j'en suis plus à ça près. J'avais un congélateur classique, quoi. Et je remplissais d'eau et en même temps, ça ne demande pas trop d'énergie parce que je l'allumais une nuit par semaine et j'avais de l'eau entre glacée, donc 0, à jusqu'à 8 degrés. Ça tenait à peu près une semaine pour arriver à 8 degrés. Donc ça, je l'ai expérimenté. Donc j'étais en céto aussi. Voilà. Avec des bienfaits que tu as pu mesurer, tu as vu des choses? Ah oui. Là, je ne l'ai plus parce qu'on a déménagé, on a changé de lieu. En début d'année 2023 et on est dans un lieu où je peux plus avoir de congélateur et ça me manque en fait déjà, il y a ça et les bienfaits on va dire que ça m'a permis de travailler d'une mon mental, même si j'estimais que j'avais déjà un mental travaillé, on va dire, mais ça l'a amplifié en lien avec ma respiration. C'est-à-dire que quand tu fais une immersion dans une eau glacée jusque-là, tu es pris de partout. Tu as tout le corps qui veut qu'une seule chose, c'est bondir à l'extérieur ou qui commence pas à convulsionner, mais presque. Et si tu sais pas gérer ta respiration, tu tiens pas. Tu tiens pas. Et voilà, je me suis encore une fois amusé à me faire des petits records, alors ce que je conseille pas forcément parce que c'est pas en tapant des records dans le froid qu'on optimise sa santé. Après, c'est plus de la recherche perso, de l'expérimentation perso que je fais pour voir justement qu'est-ce que ça peut créer derrière. Alors moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour plein de choses, pour je sais pas, pour me booster mon immunité, ma vitalité. En même temps, je faisais j'ai découvert ça avec Wim Hof, donc forcément, je faisais les respirations. Pareil, donc là, ça m'a permis. Alors, qu'est-ce que ça a permis d'être en céto, de faire ça? Je pourrais pas dire parce que c'est des choses que je faisais pas avant, à ce niveau-là en tout cas. Donc je pourrais pas dire le plus. Franchement, qui sont rapides à tirer. Par exemple, on peut solliciter le nerf vague et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de nerf vague sans le savoir.
Ouais. Des problèmes aussi de cortisol. Tu peux descendre, les gens qui sont sous stress chronique, qui ont des niveaux de cortisol élevés tout le temps, au lieu d'avoir un pic et après ça redescend, c'est des niveaux bas, mais bas, haut, mais tout le temps en fait, lissés sur la journée. La méthode de Wim Hof et les expositions au bain froid permettent de normaliser ça. Donc, toutes les personnes qui sont avec ces syndromes-là, bien sûr l'immunité, il a même été démontré qu'il était capable de remonter sa température corporelle. Ils avaient fait une expérience avec des sondes, donc ça avait été mesuré. Et là, ça va contre la biologie. Concrètement, c'était impossible ce qu'il a fait. C'est intéressant. Management de la douleur aussi. Moi, je l'ai vu. J'avais publié un article, tu sais, avec une vidéo avec un jeune qui est à l'hôpital. Clairement, les gens qui veulent, par exemple, moi je fais du motocross, on se casse beaucoup de choses en motocross. Quand on veut commencer à gérer sa douleur avec la méthode de respiration, c'est fantastique. Techniquement, quand tu veux lutter contre une douleur importante, parce que tu t'es fracturé un membre, des choses comme ça, juste avec la technique de respiration, c'est bien de la maîtriser avant. Donc ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives. Ouais. Et puis la résilience au froid. Moi, par exemple, j'étais ultra, méga frileux. L'hiver, j'avais toujours plein de trucs, chauffage à fond. En fait, je crains pas la chaleur. Tu vois, moi, je suis bien dans la vallée de la mort, 53, 54 degrés en juin. Je suis très bien. Ça me va. Par contre, le froid, je détestais. Et en fait, la méthode de Wim Hof m'a permis d'aller courir dans la neige en short l'hiver. Alors que j'étais vraiment frileux, quoi. Donc on peut faire quelque chose. On peut développer sa graisse brune. La graisse brune, c'est un puits métabolique. Ça veut dire dépenser les excès d'énergie qu'on peut avoir grâce à la graisse brune, c'est super important. La graisse brune, pour moi, c'est une partie de la lutte contre le cancer. Parce que ça règle l'homéostasie de la glycémie. Alors, ça joue son rôle tampon, en fait. Ça vient en plus du muscle qui consomme ce glucose. On a cette graisse brune qui est indispensable. Aujourd'hui, dans notre environnement thermoneutre, où on n'a ni chaud ni froid tout le temps, cette graisse brune ne sert plus à rien, donc on s'en débarrasse. Mais finalement, elle a un vrai rôle métabolique, quoi. Et donc, la méthode de Wim Hof, l'exposition au froid, ça permet de remettre en place cette graisse brune qu'on n'aurait pas dû perdre. Ouais. Et moi, peut-être aussi, le petit truc en plus par rapport au bain froid, c'est une meilleure adaptation, acceptation du chaud aussi. Oui. Je le supporte un peu mieux. Et le keto aussi, le keto, parce que moi, par exemple, juste pour mon exemple à moi, je transpirais énormément avant le keto. Et en passant au keto, au bout d'1 ou 2 ans, clairement, ma transpiration a été divisée au moins par 2, voire par 3, quoi. Maintenant, je transpire quasiment plus. Donc, du coup, j'ai moins besoin d'eau. Ouais. Mais donc, du coup, c'est cette adaptation aussi au chaud, cette résilience par rapport à haute température. Le keto, il participe aussi. Je ne sais pas si toi, tu as vu ça à la Guadeloupe, parce qu'il fait quand même chaud l'été. C'est tellement humide ici que tu sors, tu es trempé au bout d'une demi-heure, quoi. Donc, ouais, mais tu n'as pas senti un mieux? Moi, je sais que quand je vais en Floride, par exemple, en juin, juillet, là, ça tape dur. J'encaisse beaucoup mieux cette chaleur. Comme elle est humide, tu as vraiment cette sensation de chaleur moite qui te pompe ton énergie, etc. Moi, je le supporte mieux en keto qu'avant. Oui, ça, je le supporte beaucoup mieux. Typiquement, c'est quand je prends l'avion et que je reviens en Guadeloupe. Avant, tu sors, tu passes sur la passerelle pour sortir de l'avion. Tu as cette chaleur humide qui t'arrive. Avant, ça me plombait. Je sais qu'aujourd'hui, en fait, elle m'impacte plus. Après, pour le froid, un peu pareil. Alors, même si je fais plus les bains froids, mais je pense que le keto, il joue beaucoup. Où, en effet, j'ai une thermorégulation. Quand je vais l'année dernière, il n'a pas fait très froid, mais j'ai été en France pendant l'hiver. Et même il y a 3 ans, pour faire des travaux chez mon père. C'était en plein mois de février. Là, il faisait bien froid. C'était les douches, on refaisait la salle de bain, donc c'était les douches sans chauffe-eau, donc au tuyau dans le garage. J'ai pris mon kiff parce que j'ai vraiment pu expérimenter le froid en dehors de la Guadeloupe où quand tu sors du congélo, il fait 30. Donc, c'est un peu biaisé, quoi. Et en même temps, je me dis que peut-être pas tant que ça parce qu'il y a une telle différence de température entre l'extérieur et l'intérieur que le choc thermique est encore plus conséquent, quoi. Que quand tu es en Europe, il fait 14 et tu te mets dans un bain à 8. Bon, ton corps, il fait déjà froid dehors, quoi. Donc, on n'a pas l'habitude en France, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'avais été une fois à Danemark et je les avais vus avec
Leurs saunas qu'ils ont, mais vraiment en extérieur. C'est des petits saunas que tu peux transporter. Ils sont dans le sauna et hop, ils sautent dans la mer du Nord, qui est en plein hiver. Quand je me souviens même plus, j'y suis allé, je devais être fin octobre, début novembre. Donc là-bas, elle est froide l'autre quand même. Hein. Et alors, du coup, ils sautent dans l'eau, hop, ils font 5 minutes de brasse, hop, ils remontent, ils retournent dans le sauna. On n'a pas cette habitude, nous, en France, mais les pays du Nord l'ont beaucoup plus. Et ici, au Colorado, tu as des mecs, mois de décembre, janvier, c'est régulier, tu les vois, ils sont torse nus. Ici, quand je dis l'hiver, moi, l'année dernière, on a expérimenté du moins 30. Hein. Ah ouais. Ça calme, tu vois. Et ils sont torse nus, ils fument, tellement ils fabriquent de la chaleur. Et ils sont comme ça dehors. Hein. Ici, tu passes pas pour un extraterrestre en faisant ça. En France, on pourrait presque t'enfermer, je crois. Ouais, c'est pas encore dans les mœurs, non. Ouais. Bon. Et ouais, après, je pense aussi, bon, ça après, ça à vérifier, mais meilleure cicatrisation, j'ai l'impression. Et ouais, après, comme j'évoquais avant, vraiment ce truc au niveau du mental où, alors, il y a le keto, il y a le fait que là, je l'ai vraiment développé encore plus depuis que j'ai commencé le trail parce que je suis pieds nus. Les traces en Guadeloupe, alors c'est certainement pas les traces que tu as à Boulder ou que les gens connaissent en France, c'est-à-dire que ici, elles sont pas entretenues. Elles existent, mais en fait, la plupart du temps, tu vois pas trop où tu mets les pieds. Donc, tu as soit des cailloux, soit des racines, soit de la boue, ça glisse, enfin, voilà. Et quand tu es sur ce genre de chemin pieds nus, tu es obligé d'être hyper vigilant, hyper concentré à là où tu mets les pieds. Et je pense qu'en fait, je serai sur une alimentation basse glucides. Je boufferai, alors à moins que je sois, parce qu'apparemment il y en a qui arrivent à être en mode glucides et quand même à brûler du gras, mais je pense que j'utiliserai énormément d'énergie. Ah non, tu peux pas. C'est pour ça que je lutte contre le régime entre guillemets low carb qui est entre les deux, c'est-à-dire nulle part, parce que tu peux performer sur des glucides, tu peux performer sur du gras, mais tu peux pas performer sur les deux. Automatiquement, tu impactes une filière, obligatoirement, parce que quand tu vois les stocks de glycogène, tu disais tout à l'heure, on peut faire un effort de 18 heures, 24 heures sans recharger, etc. Tes stocks de glycogène sont techniquement vides. Sauf qu'ils ne le sont pas dans la réalité. Pourquoi? Parce que tu es juste devenu quelqu'un qui préserve ces stocks de glycogène. Et donc, tu ne peux pas demander au corps à la fois de savoir préserver et dépenser. C'est impossible. C'est comme si je te dis que tu peux être dépensier dans la vie en dépensant beaucoup ton argent tout en étant économe. C'est un non-sens. C'est l'un ou c'est l'autre. Et ben, le corps il devient économe en sucre et il brûle du gras. Et quand tu mesures sur un quotient respiratoire, une VO2 max, un athlète, et ben, juste en regardant les chiffres, tu vois très bien ce que le gars il brûle, hein, avec un point de croisement clair et net. Soit tu es en keto, tu es un bon brûleur de gras, soit tu es en glucides, tu es un bon brûleur de sucre, mais pas les deux. Voilà. Ouais. D'où l'hérésie d'ailleurs de ceux qui font du sport pour perdre du gras, puisque ce sont de bons brûleurs de sucre. S'ils font du sport, ils brûlent du sucre, mais en même temps, ils veulent perdre du gras. Non, c'est pas possible. Ils le préservent en fait, leur gras. Donc, il faut changer de nourriture, il faut changer de logiciel, il faut changer de carburant pour devenir un brûleur de gras, y compris sa graisse corporelle quand on veut en perdre. Ouais. Et si, pour revenir un peu sur la performance que j'avais fait là en Corse, alors, l'automne précédent, j'avais participé à mon premier trail long. Donc, c'était, comme je disais, à 2-3 km près, c'était la même distance, mais 56 km en Dordogne. Pareil, il y avait 3000 de D+. Et c'était la première fois que je faisais plus de 30 km. J'avais fait quelques temps avant un 30 km en Guadeloupe. Et j'en avais chié parce que je n'étais pas bien préparé, tout simplement, physiquement. Et je m'attendais à ce fameux mur du marathonien. Mur du marathonien, oui. Voilà, qui n'est jamais venu. Donc, je pense que, encore une fois, c'est quelque chose qui tient juste que sur les glucides. Bon. Et peut-être avec le mental et aussi ce bourrage de crâne de te dire on arrive à 30 km, on va tous être impactés.
Mais bon, du coup, ça, ben, vraiment incapable de marcher, quoi. Concrètement, moi, j'en ai vu ramper sur la ligne d'arrivée, hein, ramper. Hein. Et concrètement, c'est même pas vouloir. Et les gens ils s'écroulent, ils sont incapables. Tu les vois, tu as l'impression qu'ils deviennent handicapés, incapables de mettre un pied devant l'autre. C'est un échec musculaire, quoi. Et donc, les gens qui sont vraiment chargés aux glucides, qui loupent leur ravitaillement sur un marathon, bah, c'est le mur du marathonien qui se passe entre 33, 35, 38 km. Ouais. Voilà. Et moi, je me rappelle de mon tout premier marathon en keto, puisque moi, j'avais foiré au niveau des chaussures. Tu vois, mes chaussures étaient un peu petites. Du coup, je me suis cassé les deux ongles des orteils, des gros orteils. J'avais tellement mal aux pieds que je ne pouvais plus courir avec mes chaussures. Du coup, j'ai quitté mes chaussures et j'ai fini de 25 km à l'arrivée sans chaussures. Je les avais aux mains. Et je les ai vus au bord de la route s'effondrer les uns après les autres, les camions balais qui récupèrent les gens et tout. Mais il faut bien comprendre, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, ça, c'est un vrai échec. Juste glucides, point bas. Quand on retire les glucides de son alimentation, on passe en brûleur de gras, il n'y a plus de problème. Même à la limite, quelqu'un qui va vraiment être épuisé au niveau musculaire, un gros effort qui va dépasser ses compétences, qu'il n'est pas entraîné, tout ce qu'on veut. Il va s'asseoir 5 minutes pour se reposer, mais il peut repartir. Il n'a pas cet épuisement, il n'a pas ce mur, en fait. Ça va être douloureux peut-être, hein. Ça, c'est pas de problème. Quand tu n'es pas entraîné, tu n'es pas entraîné. Mais tu n'as pas cette incapacité biologique à mettre un pas après l'autre. Ouais. Et donc, il y a ça. Puis, comme je te disais tout à l'heure, vraiment ce phénomène de pas de courbature. Ou alors, faut vraiment que... Là, je suis en train d'augmenter mes charges d'entraînement. Pour aller chercher... un capteur de lactate juste pour voir, par exemple, pour mesurer le lactate, parce que lactate en keto, c'est super intéressant. En fait, tu sais, tu as le cycle de Krebs avec les complexes 1, 2, 3, 4, etc. Donc, pour faire simple, on a un substrat qui rentre dans la cellule et en fait, qui est transformé de multiples fois, de multiples substrats. Et puis, il y a des substrats qui sont créés et quand ils ne sont pas utilisés, ils s'accumulent. Par exemple, le lactate, on peut avoir des seuils très, très hauts. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en régime riche en glucides, il consomme des glucides, à un moment donné, il va même fermenter ces glucides. Le lactate s'accumule à des niveaux de 20, 24, 25, enfin des trucs énormes. Et là, une grande différence avec le régime cétogène, c'est que nous, on vient le consommer. Alors, la lactate, c'est pas un déchet, c'est pas un sous-produit, c'est vraiment un vrai carburant. Quand tu as des gens qui font des attaques cardiaques, par exemple, on peut utiliser des perfusions de lactate. C'est pas un sous-produit, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose de noble. Sauf que quand on est en keto, on vient l'utiliser. Du coup, les niveaux de lactate sont très différents. Ça existe sous forme de bandelettes. On a des lecteurs à lactate. C'est pas donné, mais ça permet de suivre son lactate et c'est intéressant parce que les niveaux de lactate en keto n'ont rien à voir avec un sportif riche en glucides. Ok. C'est marrant parce que justement, aujourd'hui, certains, en tout cas dans le milieu sportif, essayent de développer, ils ont bien compris que le lactate n'était pas un déchet, qu'on pouvait utiliser ce lactate et ce demi-lactate, et le demi-produit du lactose, et ils essayent donc tout en restant sur du glucide, d'utiliser ce produit, ce lactate, en transformant leur respiration, donc en essayant de s'entraîner sur les zones 2, ce genre de... comment on appelle ça, l'endurance, je ne sais plus comment ils appellent ça. Là. Et pour augmenter leur mitochondrie. Oui. Alors qu'en fait, après, c'est ma vision, et je pense que tu me confirmeras ça, que de toute manière, en céto, alors en céto, plus en faisant de la respiration, plus les bains froids, plus les fastings, ce genre de choses, tu augmentes tes productions de mitochondries. Donc, forcément, ça augmente ces machines à manger tout ce qui va traîner pour en faire transformer en énergie. Le problème à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'il y a la fission et la fusion mitochondriale. Donc là, c'est une division cellulaire ou justement une fusion dans l'autre sens. Très bien, mais franchement, alors le cycle de Krebs, il est ultra compliqué. Tu peux en faire un papier peint sur tout le mur et le mur ne suffit pas à avoir ça, même écrit en tout petit. C'est d'une complexité folle parce que chaque substrat ou sous-substrat nécessite un cofacteur. Donc, dans ton alimentation, dire voilà, je mange ça, je veux faire ça, etc. Finalement, tu loupes parce que tu n'as pas le cofacteur. Donc, ça peut être une vitamine B, ça peut être du potassium, selon le substrat qui est utilisé. C'est vraiment très complexe. Tu te plantes, alors qu'en fait, à la base, le régime cétogène fait parfaitement les choses. C'est-à-dire, en utilisant le régime cétogène, tu retires un goulet d'étranglement, mais majeur, qui impacte la performance des sportifs quand ils sont riches en glucides.
c'est vraiment, mais c'est clair et net, quoi. Donc, c'est pour ça que le facteur limitant lactate chez un sportif high carb, le même sportif avec le même entraînement, tu le passes en keto, hop, bim, il saute le facteur limitant. C'est tout. Ouais, ouais. Bah ouais. C'est énorme. Et donc, du coup, oui, bien sûr, tu peux jouer sur la respiration. Moi, je suis un très grand fan de la méthode de Mafton avec un rythme cardiaque beaucoup plus bas, entraînement avec respiration nasale et pas avec la bouche. Et donc, tu vois très bien que des sportifs qui ont cette caisse, ce gros entraînement dans cette zone particulière, surtout en keto, après, ça leur change la vie quand ils ont, et peu importe le sport, parce qu'ils peuvent s'entraîner sur de la course à pied avec cette méthode-là et puis faire du motocross ou faire autre chose. Ouais, ouais. Mais c'est important parce que le keto, en fait, c'est une porte d'entrée vers une nouvelle santé métabolique et on s'aperçoit que de façon parallèle, eh ben, on peut intervenir sur sa respiration, on peut intervenir sur le froid, on peut intervenir sur les micronutriments, sur le sommeil, etc. C'est un vrai changement de vie. Et le keto, en fait, c'est le détonateur, c'est le point de départ. Et puis après, il y a tout un tas de choses qu'on vient plugger à côté. Et idem avec les entraînements. Par exemple, j'étais un des premiers à expliquer, attention, quand vous passez en keto, il faut vous échauffer plus longtemps. Moi, je travaille avec des pilotes de motocross. Pas que, mais en partie, je leur ai dit, les gars, vous échauffez 10 minutes avant, maintenant c'est fini, hein, c'est 30. Parce qu'ils se sentaient bien au moment où la manche, elle se terminait, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que ce temps de mise en route, et tu le vois très bien quand tu passes en course à pied, quand tu es riche en glucides, tu es bien, le premier kilomètre, quasiment deuxième kilomètre, tu es bien. Et là, en keto, c'est troisième, quatrième kilomètre. Donc, quand tu as besoin d'être au top dès la ligne de départ, bah, tu as intérêt à correctement t'échauffer avant. En fait, quand tu es en keto, tu es un peu un diesel, pour faire simple. Il faut chauffer. Et ça, moi, j'ai l'impression que ça s'est modifié parce que justement, mon coach en trail, il nous fait travailler des départs un peu speed pour justement sortir en tête du peloton et pas se retrouver en file indienne sur les chemins et te retrouver comme à attendre, quoi. Et du coup, il nous fait partir, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure de balle. Et ça, au début, en effet, j'avais évoqué avec lui que pour moi, c'était problématique, surtout sur des courses courtes, parce que si je partais trop vite, comme tu dis, ça me fatiguait et j'avais pas le jus, quoi, tout simplement. Et ça, en le travaillant, j'ai l'impression que ce temps de latence, il s'est vachement raccourci. C'est-à-dire que, en effet, je vais sentir que il me faut quelques centaines de mètres, mais allez, 2 minutes, 3 minutes, quoi, pour réveiller le corps si je pars vraiment à froid. Mais qu'en revanche, après, je trouve assez rapidement, comparé à avant, mon rythme de croisière. Et voilà, après, je pense que de toute manière, tout peut se travailler, s'améliorer à partir du moment où tu sais quel levier actionner. En incorporant des séances de SIT, par exemple, de fractionner, des choses comme ça, tu peux améliorer aussi ce genre de choses avec le temps, mais ça prend du temps. Ouais, mais le sportif qui est riche en glucides, au début en tout cas, ça c'est clair et net, il va voir une grande différence sur ces temps d'échauffement, le temps nécessaire pour son échauffement. Et ça, j'en ai vu plein se planter avec ça parce qu'ils n'avaient pas mis suffisamment d'échauffement, ils n'ont pas rajouté d'échauffement. Et quand tu as une épreuve, par exemple, qui dure 20 minutes et que tu t'es pas suffisamment échauffé avant, en fait, tu es bien quand l'épreuve se termine. C'est ça. Et pour des sportifs de très haut niveau, je parle de professionnels, c'est compliqué. Donc, ils ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Donc, échauffement plus long. Voilà. Basse intensité, mais plus de temps. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a pu expérimenter. Bon, voulais-tu ajouter quelque chose d'autre par rapport à ton expérience, ton expertise? Qu'est-ce que tu voulais partager d'autre? Ouais, là, juste des défis, un défi en plus où là, je me mets au vélo parce que pour travailler l'endurance en vélo, c'est pas mal, a priori. Et dans l'année 2024, je pense que je vais participer à un ultramarathon de vélo. Alors, je sais pas du tout lequel encore, j'ai pas sélectionné. Il y a fait la rame aux États-Unis. Tu traverses les États-Unis de l'Est en Ouest, c'est génial. 8 jours. Ouais, pour commencer, je vais peut-être pas prendre celui-là. Quoique j'aimerais bien aller quand même jeter un jour un coup d'œil à Boulder. Ça a l'air quand même assez sympa. Ouais. Mais aussi, pour le défi, parce que j'entends justement souvent les cyclistes
qui ont encore plus, je dirais, cette notion, ce mythe sur les glucides, et d'avoir échangé avec quelques-uns et d'avoir vu les plâtrés de pâtes qui se mangent encore. J'ai bien envie d'aller expérimenter justement l'endurance en keto. Toujours pareil, avec ces principes d'être à jeun, parce qu'a priori, de ce que j'entends dire, je suis vraiment novice en vélo, et que tu consommes beaucoup plus d'énergie en vélo qu'à pied. Ça dépend du rythme cardiaque, ça dépend de tout. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Ouais. Voilà, donc voilà, toujours pour aller un peu casser tous ces mythes et montrer qu'on peut, peut-être pas, encore une fois, je ne suis pas au niveau d'aller taper des records, mais… Tu prends la rame, justement, on en parle. La rame, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mythique course américaine. Tu traverses d'est en ouest les États-Unis. Donc, au début de mémoire, ils avaient commencé en 11 jours. Maintenant, ils sont arrivés à 8 et des brouettes. Enfin, ils ont cassé la barre des 9 jours. Et alors, il y a plein de façons de la faire, la rame. Tu en as qui la font en individuel. Tu en as qui la font en équipe aussi, des équipes de 3. Et Sammy Kinen, le fondateur de Virta Hills, avec son épouse et puis un de leurs collaborateurs, ils l'ont gagné en équipe il y a de mémoire 3 ans. Totalement en keto, bien sûr. Donc là, ils ne s'arrêtent pas. Hein. En fait, ils relaient. Alors, c'est un relais sur cette catégorie, mais ils sont à 3. Donc, le vélo, lui, il ne s'arrête pas. Et donc, ils arrivent à des temps fantastiques. Mais même en individuel, si les gens qui performent, c'est ceux qui performent vraiment, c'est ceux qui gèrent parfaitement leur sommeil. C'est-à-dire que les phases de sommeil sont hyper réparatrices. Donc, ils dorment très peu, mais des phases très efficaces. Et parce que c'est énorme quand même. C'est juste 5000, je ne sais plus exactement le chiffre, 5000 et quelques kilomètres en 8 jours. Tu vois ce que ça fait? Il n'y a pas d'interruption, hein. C'est non-stop. Hein. Non-stop. Tu as une autonomie complète. Tu as une voiture qui te suit pour l'assistance, nourriture, si tu as besoin de t'allonger, etc. Mais tu es en autonomie quand même. C'est juste énorme. C'est la course la plus hard au monde en vélo. Et donc, du coup, ils ont fait ça en France. Tu sais, tu as une course maintenant. La RAF. Voilà, et avec plusieurs distances possibles. Ouais. Du coup, je peux interviewer Jean-Michel Bell qui l'a fait, il l'a fait à 250 l'année dernière. Là, cette année, en 350, mais il n'a pas pu terminer. L'année prochaine, je pense qu'il va la refaire encore en 350, encore en keto, parce que cette année, il l'a fait en keto, et l'année prochaine, il la fera en keto. Ça sera intéressant. Mais c'est des courses qui sont intéressantes pour se jauger, quoi, quand tu veux. Enfin, en plus, là, tu es vraiment, vraiment en autonomie. Tu n'as même pas de voiture qui te suit. Tu te débrouilles. Ouais, tu peux tout sur ton vélo. Donc, c'est intéressant pour les gens qui veulent se jauger et voir leurs limites, quoi. Ouais. Ben là, éventuellement, je serai… Alors, c'est une toute nouvelle course là que mon coach il a lancée dans les Vosges. C'est la Bernadette, 1000 km. Non-stop. Tu te gères. Voilà, il y a un départ, il y a une arrivée. Après, tu fais ce que tu veux. Ouais, faut que tu t'arrêtes dans des bars. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'étape officielle avec un départ milieu non-stop. C'est toi qui gères ton truc. Tu dors quand tu veux, autant de temps que tu veux. Bon, tu as une limite d'arrivée, hein, mais un temps d'arrivée limite. Intéressant sur le sommeil. Moi, je t'encourage vraiment à étudier parce que là la clé là-dessus, c'est le sommeil. Ouais, si tu gères correctement ton sommeil, tu gagnes un temps fou, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est mon côté qui va pas encore, ce sommeil. J'ai justement, je bosse sur le nerf vague qui est un peu problématique chez moi. Donc voilà, faut que là j'avais un peu arrêté ces derniers temps les respirations Wim Hof, tout ça, donc je vais les réintégrer parce que je sais que ça me fait du bien. Voilà, donc vraiment le réactiver. Et je pense que encore une fois, toutes ces histoires de côlon irritable et tout ça, ça a impacté la myélinisation du nerf vague, qui est le seul nerf crânien myélinisé. C'est pas facile à dire ça. Et quand cette gaine elle est pas bien faite, c'est comme les polyarthrites, ce genre de choses. Forcément, l'information passe beaucoup moins bien. Il y a de l'inflammation. Il y a de l'inflammation qui se met autour. Et après, ça a plein d'autres impacts. Il faut travailler sur la remyélisation. Il y a des nutriments à privilégier là-dessus. La stimulation du nerf vague aussi. Moi, je suis un grand fan de ça. Ça coûte rien. Il faut que ce soit bien fait. Mais il y a beaucoup d'études. C'est fantastique ce qu'on peut faire avec $35 d'équipement. Énorme.
Et donc, du coup, il y a plein de gens qui ont des problèmes à tous les niveaux parce que le nerf vague, il va loin. Et on passe à côté de ça. On passe de gens compétents et spécialisés là-dessus. Le nerf vague, il est central. Et pour moi, il est vraiment... c'est l'éléphant dans la pièce, en fait. Et le problème est là, mais personne ne le voit. Alors que... voilà. Et ça coûte pas grand-chose. Et c'est central. Ça se voit tout de suite avec un HRV, avec un rythme cardiaque élevé la nuit, les problèmes certains problèmes de sommeil, certains problèmes de qualité de sommeil, pas assez de sommeil profond, etc. Le nerf vague est souvent problématique. Ouais. Donc ouais, moi je vais bosser là-dessus. Mon CETO, il est cool. Après, je vais observer aussi là ce que tu viens de tester, peut-être plus carnet. Oui. Pourquoi pas, ne serait-ce qu'une petite période de temps, juste pour voir les bienfaits que toi, tu peux obtenir. Une semaine, 10 jours, mais les gens, quand ils ont des bienfaits à obtenir, ils les obtiennent très vite avec ça. Ouais. Parce qu'ils retirent juste le problème. Tu vois, un autre exemple, et beaucoup de gens, la majorité des gens te disent j'ai un problème avec le gluten. Et en fait, la science nous montre une chose, il n'y avait pas de problème avec le gluten. En fait, il y a un problème avec les lectines. Et donc, du coup, ils ont fait des études, il y a des études très poussées qui ont été faites là-dessus, où c'est que les gens se disent intolérants au gluten, on leur a filé des barres au gluten, sans leur dire, c'était des groupes double aveugle, contre placebo, etc. Mais par contre, on avait retiré les lectines. Et ils n'avaient pas les problèmes ne revenaient pas avec le gluten. Donc, tu vois, c'est comme dire, on a des problèmes avec les produits laitiers. Les produits laitiers, quels produits laitiers? Est-ce que c'est le lactose? Est-ce que c'est une caséine? Quelle caséine? Etc. Et on se rend compte que quand on passe sur du lait cru, caséine A2, lait non homogénéisé, etc., il n'y a pas de problème, en fait. Et donc, ce n'était pas les produits laitiers, en fait. C'était la transformation du produit laitier qui posait problème. Il faut toujours essayer d'identifier précisément la cause et arrêter avec les coupables. Ah bah c'est le lait, ah bah c'est le gluten. Ah bah. Des fois, c'est plus compliqué que ça. Alors oui, il y a des vraies allergies au gluten. Typiquement, il y a eu des molécules de gluten qui ont passé la perméabilité intestinale. On a des anticorps avec des gens qui peuvent aller à l'hôpital s'ils mangent 1 gramme de gluten. Oui, ça existe. Je ne conteste pas ça. Par contre, l'intolérance, c'est parfois un peu plus subtil que ça. On met ça sur le dos du gluten parce que quand on retire le gluten dans son alimentation, on n'a plus les problèmes. Oui, mais en retirant le gluten, on a retiré d'autres choses. Et c'est autre chose qui foutait le bazar et pas le gluten en tant que tel. Tu vois, des fois, c'est bête. Ouais. Et on passe à côté de la vraie identification du souci. Voilà. Et pour faire simple, c'est clair qu'en retirant tous les produits végétaux, on retire tout un tas d'antinutriments. Et là, on se redit, on voit clairement, est-ce que c'est mieux comme ça? Et les gens, quand ils ont des bienfaits à obtenir, dans la semaine, dans les 10 jours, ils les ont obtenus. Ouais. Et ouais, mais c'est compliqué. Hein. Il y a tellement une chape là-dessus et comme on disait au tout début, une telle mauvaise capacité à diagnostiquer certaines problématiques intestinales. J'accompagne une jeune femme là depuis peu qui a pas 30 ans. Ça ne m'a pas beaucoup parlé parce qu'elle a les mêmes problématiques, les mêmes symptômes que moi. Et quand je lui ai posé un diagnostic en lui disant, en fait, tu as ça veut éventuellement dire que tu as ça. Est-ce que si je te dis que tu as tel autre symptôme? Ah oui, tout à fait. Et en fait, elle avait un côlon irritable, toujours. Alors elle, ça s'exprimait par des émotions, toujours en colère, toujours à monter, descendre dans les tours. Une fatigue qui s'installe chronique, là, à 30 ans. Alors ça allait bien avant. Ça allait bien. Elle était jeune, donc ça pouvait passer. Mais aujourd'hui, elle en est à la limite à son 2e burn-out. Elle a arrêté le travail juste à temps. Et en fait, tous les médecins qu'elle a pu voir, on lui a jamais évoqué ça en fait. Et là, en 2 semaines en 3 semaines de keto, elle me dit ma vie est changée quoi. Ah, mais le régime cétogène en tant que tel est souvent apporte énormément de bienfaits. Pour certaines pathologies intestinales, les gens sont obligés de faire attention à certaines choses. Certains légumes qui vont fermenter, les sucres d'alcool par exemple, ce qu'on appelle les édulcorants. Sucre d'alcool à supprimer parce qu'ils vont fermenter, ils n'ont pas un microbiote sain pour digérer ça, donc il faut les virer. Donc c'est souvent un régime cétogène relativement simple, viande, poisson, œufs,
C'est Puis ça. après, ça peut être un peu d'avocat, un peu de végétaux basiques. Et on voit déjà ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça se passe très très bien, il n'y a rien d'autre à faire, tout va bien. Puis pour d'autres personnes, ça ne va pas assez loin parce qu'il y a encore trop de végétaux. Ouais. Et là, ces personnes-là, elles arrivent à avoir vraiment ce qu'elles recherchent, leur objectif, et ils arrivent à l'atteindre en retirant ces végétaux, au moins temporairement. Voilà. Ouais, ouais. Ça dépend du passé de la personne, ça dépend de Tu sais, il y a un célèbre régime alimentaire qui font en milieu hospitalier qui s'appelle le régime sans résidus. Donc, c'est des acides aminés quasiment purs, c'est des protéines déjà digérées, des lipides qui sont très facilement absorbables. En fait, tout est absorbé au début de l'intestin grêle et il n'y a plus rien dans le côlon. C'est comme ça qu'en fait, ils arrivent à mettre au repos le côlon et les problèmes, les symptômes intestinaux. Et après, ils font un protocole où ils remettent certains aliments dans l'alimentation pour voir lesquels qui posent des problèmes. C'est comme ça qu'ils font dans les milieux hospitaliers. Et c'est souvent les végétaux qui posent des problèmes. On voit rarement des gens, sauf s'il y a des problèmes d'acidité gastrique, mais des problèmes de maldigestion de viande ou de poisson. Les œufs, il faut voir. Il y a des gens qui ont un peu des soucis avec ça. Momentanément, on peut aussi les enlever. Au moins quelques jours, juste pour voir si les gens ils ont les bienfaits. Ouais. Hein, c'est une élimination simple. Hein. C'est un essai-erreur pour faire simple. Hein. C'est ça. Voilà. Mais souvent, les gens n'ont pas assez confiance, n'ont pas assez d'informations en se disant jusqu'où on peut aller dans ce qu'on peut retirer, quoi. Hein. Et c'est vrai que la diète la plus simple, c'est une diète carnivore, assez simple. Voilà. Et puis après, on peut voir ce qu'on peut rajouter pour d'autres personnes. Peut-être à des gens qui arrivent à être intolérants à tout, à la noix de coco, à l'avocat. Ils ont une multitude d'intolérances alimentaires. Et sur le régime carnivore, il n'y a plus de problème. Du coup, ils tiennent ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut se tenir à vie sans souci. Mais l'important, c'est de ne pas hésiter à essayer pour trouver les propres ajustements pour soi. Et les problèmes intestinaux, c'est probablement la chose la plus complexe qui puisse exister. Parce qu'on est souvent très, très seul face à ça. Et ouais. Ben ouais. Encore un sujet tabou en plus. Donc, je commence à parler de tes selles et de tes gaz et autres choses dans cette sphère-là. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise encore avec ça. Donc, tout à fait. Ça rajoute à la chape. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose en guise de conclusion, encourager le monde entier à passer en keto? Le monde entier, ouais, en tout cas, j'ai déjà du mal à encourager plein de gens qui voudraient se lancer autour de moi, qui craignent en fait, qui craignent tellement de frustration et de manque et de machin et de trucs, et en fait c'est tellement l'inverse. Tellement l'inverse que et le peu qu'on va perdre, il y a tellement à gagner sur l'autre plateau de la balance et en si peu de temps, quoi. C'est ça aussi qui est, en tout cas chez la plupart des personnes que je connais qui ont franchi le pas, c'est en 2 semaines en général, t'as déjà les bienfaits, quoi. Si c'est bien souvent, c'est même plus rapide. On reste sur du 2 semaines, 3 semaines pour que les gens ils prennent des bonnes habitudes, mais au final, si tu fais correctement d'entrée de jeu, c'est super vite. Donc, et puis c'est comme d'autres choses, la neurologie fonctionnelle, ce genre de choses. C'est une fois que tu as sécurisé en quelque sorte ta sphère entérique et ton mental, tu as tellement envie de te lancer dans des projets, dans des objectifs, que rien que pour ça, pour tous les gens qui n'ont plus de rêve ou qui n'ont plus de motivation, rien que ça, c'est déjà, c'en est déjà d'objectif à franchir le pas, et qui va permettre d'aller atteindre, de se rapprocher en tout cas de ses propres rêves et de ses propres ambitions et de ses pleins potentiels. Surtout ça, moi je sais que sans le keto, il y a plein de choses de potentiel que j'aurais pas pu développer, ou que ça aurait pris plus de temps, ou différemment, j'en sais rien, parce que j'ai pas expérimenté différemment. Mais, le CETO a vraiment été un tremplin impressionnant pour moi et pour plein d'autres personnes, quoi. Je suis pas, voilà, on n'est pas des extraterrestres, quoi. Ce que tu soulignes est super important parce que je l'ai vu plein de fois. J'ai vu plein de gens qui étaient dans une vie qui leur plaisait pas, plein de choses qu'elles n'avaient pas, sont passés en keto.
Ils ont trouvé une sorte de pouvoir sur leur nutrition. Il y a eu plein de bienfaits qui sont arrivés. Et ça a été le détonateur pour tout le reste. Ah ouais. Ils ont quitté leur boulot, ils ont créé leur entreprise. Ils ont repris une formation parce qu'ils voulaient changer de voie professionnelle. Ils se sont fixés des objectifs sportifs alors qu'ils n'étaient pas sportifs. En fait, ça a été une sorte de détonateur. Et ce point-là que tu viens de citer, il est super important parce que ça peut vraiment changer une vie au sens large. Ah oui, mais reprendre le pouvoir sur son alimentation, encore une fois, de par mon métier, j'accueille certaines personnes, en tout cas, qui n'ont aucune conscience de ce que peut contenir leur assiette, quand bien même ils la préparent eux-mêmes. Et quand ils reprennent justement la capacité de gérer ce qu'ils vont mettre dedans et du coup dans leur corps, c'est comme tu dis, après ça peut ouvrir une myriade de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités, ça c'est clair. Et autrement, en 2 mots, c'est passer en keto, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Ah, carrément, complètement. Complètement. Ben, je te remercie beaucoup pour ce précieux témoignage. Merci à toi. C'était important pour moi de le faire aussi, témoigner là-dessus, parce que ça a vraiment changé des choses pour moi. Donc, merci pour votre travail aussi, pour ce que vous faites tous les deux. Et bonne continuation de votre côté, de l'autre côté de la mer, parce que nous, il n'y a qu'une mer qui nous sépare au final. Merci beaucoup et puis bonne chance pour tes nouveaux challenges sportifs qu'on n'hésitera pas à relayer. À bientôt. Merci. Bye. Ciao, ciao.